Nous voici dans une vallée de la Drôme qui monte vers le Vercors, la vallée de la Gervanne. Sur le territoire de la petite commune de Montclar se trouve le château de Vachères. Son élégance d'aujourd'hui masque une histoire passablement agitée. D'ailleurs, il y a quelques décennies, il avait bien mauvaise mine. La passion de son actuel propriétaire, Jean-Charles Piguet, a sauvé l'édifice. Et même si M. Piguet songe aujourd'hui, l'âge venant, à s'en défaire, il faut le suivre racontant avec délectation tous les détails singuliers qu'il a mis au jour. On a peine à croire, à regarder aujourd'hui le château, qu'il eut, lors de sa construction au XVe siècle, vocation défensive. Il y avait là une tour bien antérieure à partir de laquelle le bâtiment s'est étendu. Au XVIe siècle, la famille propriétaire, les Gramont, seigneurs de Vachères, sont faits marquis par Louis XIV. Tout change. Il faut avoir une demeure à la mesure de ce titre flatteur. Alors cette cage d'escalier a été construite dans un deuxième temps dans le château, probablement au fin XVIIe, début XVIIIe siècle, pour remplacer l'existant, c'est-à-dire des coursives en bois qui étaient à l'extérieur, et pour rendre le château plus habitable. Ce qui est une manière de dire que, au fond, ce château a connu des époques d'évolution. Alors tout à fait, il y a eu d'abord l'époque tout à fait militaire, féodale, défensive, qui a duré du XVe siècle jusqu'à vers le XVIIe siècle, à l'époque où les Gramont ont été promus marquis après avoir retrouvé la foi catholique. Alors la chambre dite de l'évêque. Elle s'appelle comme ça parce que l'évêque, c'était lors de la réunion de ce qu'on appelle du diocèse, de Die et de Valence, l'évêque, lorsqu'il se déplaçait d'une cathédrale à l'autre, s'arrêtait ici pour y passer la nuit. Il était censé dormir dans cette alcôve où l'on peut voir au niveau du parquet, qui date du début du XVIIe siècle, des petits inserts en bois qui indiquent qu'il y avait ce qu'on appelle une ruelle, c'est-à-dire une balustrade qui retenait le visiteur quand il parlait à l'évêque, qui évidemment se tenait dans son lit. On faisait beaucoup d'affaires dans les lits à cette époque. Les plafonds sont plus anciens, et ils sont peints évidemment, et ont été restaurés entièrement par une jeune femme qui a passé plus de 2 mois sur un échafaudage à tout reprendre pour remettre en état. C'était dans un très mauvais état. Ces tapisseries, elles sont restées plus ou moins en l'état avec pas mal de déchirures et de reprises. On a dû faire appel à une grande spécialiste qui venait de Puy-en-Velay et qui est venue recoudre pendant 3 semaines toutes les déchirures en reprenant par endroits, les endroits cachés, du tissu d'origine, et pour reprendre avec les fils d'origine, faire des réparations. Ce genre de réparation-là, tout ça, c'était restauré. Tout a été retendu, refait à la main. Au XVIIIe, XIXe siècle, il n'était pas occupé toute l'année. C'était un château, quand il était défensif féodal au XVe et XVIe siècle, certes, c'était un lieu d'habitation où on se tenait dans quelques pièces qui étaient chauffées par des grands âtres, et ensuite on l'utilisait surtout comme résidence d'été ou d'apparat pour recevoir. La Bretonnière, qui vont le reprendre à la Révolution française, l'ont utilisé essentiellement comme grosse ferme de rapport, d'une part, et comme résidence d'été.
cadre de la restauration de l'aile nord, on a fait intervenir des archéologues médiévistes pour mieux connaître l'histoire des pierres et des poutres. Et là, ils ont eu l'idée, malheureusement, on n'en a fait que dans l'aile nord, d'utiliser la méthode de dendrochronologie pour dater les poutres du château. Donc la dendrochronologie, il s'agit de prendre une carotte de la poutre d'environ 2 cm de diamètre et d'analyser les cernes du bois et avec l'alternance des saisons sèches et des saisons humides, avec une séquence assez précise qu'on peut repérer par ordinateur. On peut ainsi obtenir exactement la datation du moment où l'arbre a été abattu. Toutes les poutres de cette aile ont été abattues, les arbres, pour les créer, ont été abattus entre 1390 et 1490. Et ce papier peint-là, il date de 1804. Il a été fait au pochoir à la main par la maison Zuber, une maison très très connue pour cet art qu'il était le seul à pratiquer, en faisant notamment des grands panoramas, parfois historiques, parfois de localisation. Ça, c'est le panorama dit suisse. C'est des papiers qui ont été déposés dans un château initialement au début du 19e siècle en Suisse, et qui ont été ensuite retirés, et plutôt que de les jeter, on les a récupérés et restaurés et remis en tableau. Mais normalement, évidemment, c'était une succession de panneaux d'un seul tenant dans une pièce qui allait de la simèse au plafond. Le plafond dans ce château suisse était évidemment plus bas que ça. Et c'est donc des exemplaires pratiquement uniques. Cette porte, alors comme expliqué, il y a eu 2 étapes, et ça c'est la muraille de la partie château fort, qui a été donc perforée à la fin du XVIIe siècle, probablement en utilisant les endroits où il y avait des emplacements, où il y avait des meurtrières, pour que ce soit plus facile à perforer, pour arriver dans un endroit qui est une pièce de service, un bâtiment de service, d'appui du XVIIe siècle qui servait à faire circuler les serviteurs entre le premier et le deuxième étage pour assurer le service du personnel. Comme il n'y avait pas de corridor, ou très peu, et que toutes les pièces étaient en enfilade, si on voulait faire circuler le petit personnel, il fallait que ce soit de manière discrète, et c'est à ça que servait ce bâtiment. Ici, on est dans une salle qui a été compartimentée au XVIIIe siècle. Auparavant, on était dans une grande salle, probablement la salle des chevaliers, la grande salle primitive du XVe siècle du château. Et au mur de cette pièce, il y a des tentures qui, en fait, sont une imitation de papier peint. Le papier peint, c'est une invention assez récente aussi du XVIIIe siècle. Ils ont fait un faux papier peint. C'est-à-dire que c'est des toiles de lin peintes, tendues. C'est assez fragile et ça a nécessité des réparations importantes. Quand nous sommes arrivés, beaucoup d'éléments étaient dans cet état. Donc on a dû toutes les repeindre à la main. Il faut dire qu'il y avait des coulées d'eau. J'ai des témoignages vivants de gens qui ont habité ici dans les années 50, où l'eau passait à travers les toitures jusqu'au rez-de-chaussée. Dès qu'il y avait une pluie, tout le monde courait avec des bassines dans tous les coins. Donc ça faisait des coulées sur les murs. Cet appartement, quand on est arrivé, était complètement ruiné, défoncé. Il n'y avait plus rien au sol que le faux plancher avec des trous, des gaines électriques qui passaient. Ça avait été un endroit sacrifié pour remettre en état le premier étage à l'époque des salons de bain. Et la cheminée était cassée, perforée. Il n'y avait pas de plafond. Tout ça montait jusqu'à la toiture. C'est la première chose qu'on a refaite en 2016, avec une technique tout à fait différente. À l'époque, on ne connaissait pas les bâtiments de France. On savait juste qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes avec nos prédécesseurs. Et donc on était un peu méfiants à leur égard et on a fait cette transformation rapidement. Découragé par l'ampleur de la tâche et des murs, on n'a pas piqué les murs, on s'est contenté de les recouvrir avec du placo-plâtre. Et ça nous a sauvé la vie parce que quand les bâtiments de France sont arrivés, ils ont regardé tout ça, ils ont dit « Ah non, mais ça vous ne pouvez pas faire sans notre autorisation, vous auriez dû nous demander. » On a dit « Mais écoutez, c'est pas si grave que ça. Regardez,
ça n'est juste que du placoplâtre qui recouvre l'existant dans l'état où on était quand on l'a acheté. Donc si ça ne vous plaît pas, on enlève le placoplâtre et puis on sera de retour à la base. Grande maxime nécessaire pour les bâtiments de France, tout doit être réversible. On ne doit rien commettre d'irréversible, et voilà. Alors, quand ils ont constaté ça, ils ont dit, bah, écoutez, bon, ça va, pour cette fois, ça ira. Alors voilà, on a été sauvés par cette rapidité de mise en œuvre, le plus bon marché possible avec du placoplâtre, ça nous a bien aidé. Le grand salon, là, c'est la grande pièce du XVIe siècle. Alors, c'était le fief de Jean de Gramont, qui était un seigneur huguenot assez féroce, puisqu'il avait une centaine de chevaliers sous ses ordres. Et c'est lui, entre autres, qui a vaincu François de la Baume, le seigneur de Suse, chef des catholiques, à la bataille de Montélimar. Et c'était la salle de chevalier de l'époque, donc plutôt XVIe siècle. Par contre, le petit monogramme que l'on voit répété au plafond, DVG, en fait, il y a un L interposé dedans, ça veut dire Louis de Gramont-Vachère. Et Louis de Gramont-Vachère était son neveu qui a repris le domaine, car Jean de Gramont n'a pas eu de descendance mâle, en tout cas, bien qu'on a essayé par tous les moyens de lui en fournir, puisque vers la fin de sa vie, on l'a marié à une très très jolie fille, Louise de Budos, ravissante paraît-il. Ça n'a pas eu d'effet. Il est mort 1 année et demie plus tard, toujours sans descendance. Alors pour la petite histoire de France, Louise de Budos a été ensuite remise en deuxième noces au duc de Montmorency, dont elle aura 2 enfants, dont une, je crois qu'elle s'appelait Marie-Charlotte, qui sera la mère du Grand Condé. Le Grand Condé étant le chef des armées de Louis XIII et le cousin du roi. On va aller là-bas, où c'est ouvert. Ici, donc, on est à l'étage supérieur. On peut bien admirer les 4,40 m de premier étage, donc de l'étage noble. Ici également, on a redébouché les meurtrières. Dans les tours, les soldats qui restaient pendant des heures et des heures, ils avaient besoin, et en plus quand il y avait des combats et s'ils avaient peur, ils avaient besoin de pouvoir se soulager. Et il y avait des latrines qui sont restées exactement dans leur jus du XVe siècle. Le couvercle en bois de noyer, qui est ici, c'est un couvercle du XVe siècle qui recouvre les latrines restantes, alors que la canalisation est coupée. Et chose assez touchante, en tout cas qui a ému les ouvriers qui ont travaillé, c'est que vous avez une petite niche ici, dont instinctivement, tout le monde dit oui, mais c'était pour mettre le papier de toilette. Eh bien non, pas du tout, il n'y avait pas de papier de toilette à l'époque, c'était pour mettre la bougie. Et vous voyez encore le noir de fumée de la bougie de l'époque du XVe, XVIe siècle, avant qu'on condamne les latrines par l'ouverture de la porte qui est en dessous. C'était la salle de garde qui donne ensuite sur une tour extrêmement défensive. Et ça a été transformé au XVIIIe siècle en orangerie. Là, donc, on rentrait tous les orangers et les citronniers qui ornaient le château, il y en avait beaucoup. Et au XXe siècle, via M. Tonnel, c'était une boîte de nuit et un restaurant assez connu et assez fréquenté pendant un certain temps. Donc il y a eu beaucoup de dégâts liés à ces activités. Le château était vide quand on l'a acquis. Par chance, c'est une époque bénie pour se meubler actuellement, puisque plus personne ne veut autre chose que de l'IKEA. Donc les vieux meubles, surtout s'ils sont grands et lourds, tout le monde s'en débarrasse. Celui-là notamment, il vient de Suisse. Il est assez amusant parce que c'est un meuble de mariage de 1673. Le 6 est tourné à l'envers. Et il y a une inscription en allemand que je vous traduis. Je suis Melchior Graben, je suis un paysan
et je ne suis pas un noble, et il y a le nom de sa femme. Donc toute la question est de savoir si c'est le noble du coin qui l'a obligé à mettre ça pour avoir le droit de posséder ce meuble de ce prestige, ou s'il l'a mis pour narguer le noble du coin. C'est une boulangerie du XVe siècle, avec son très grand four à pain. Le foyer est légèrement excentré, il fonctionne très bien. Hein. Il est légèrement excentré, vous voyez que la plaque n'est pas au milieu. C'est parce que les braises, à l'époque, les braises du four à pain, on retirait toujours les braises avant d'enfourner le pain pour laisser retomber la température. On les poussait de côté et on les utilisait pour chauffer des bassines afin d'avoir de l'eau chaude. On n'avait pas d'eau courante et pas d'eau chaude, bien sûr, donc c'était la fabrique à eau chaude aussi. On en voit beaucoup de chandeliers comme ça, qui ont des petites coupelles au-dessus. Ce n'est pas du tout décoratif, c'était pour poser un bol qui reste au chaud près du foyer. Cette grande cuisine, elle a fonctionné comme telle jusque dans les années 60-80. Hein. Donc l'âtre fonctionne parfaitement. On a pu rétablir la rôtissoire du XVIIIe siècle qui fonctionne également aussi. C'est un mélange de châssis en bois et de pièces métalliques juste clavetées. C'est assez astucieusement fait. Ça fonctionne comme une horloge pour tourner une broche. Et puis un petit four à pain qui est en fait un four à pâtisserie pour garder la chaleur et cuire quelques petits éléments, qui marchait probablement plus comme un four à pizza, c'est-à-dire de manière permanente où on ne retirait pas les braises. Donc ici, il y avait des barreaux dans un canal de latrine qui donnait dans un fossé qui tournait tout autour du château. Pourquoi est-ce qu'on mettait des barreaux à un canal de latrine? D'une part, parce que ça s'est vu dans les guerres et les prises de château, il y avait des gens qui étaient suffisamment peu dégoûtés pour passer par les canaux de latrine. Oui. Et d'autre part, certains avaient imaginé faire des bombes incendiaires à l'intérieur des canaux de latrine, avec des grands feux qui, ça faisait comme une énorme cheminée, si on veut, mettaient le feu à l'étage au-dessus, d'une part, et ensuite fondaient la tour par la chaleur et la dilatation. Donc les barreaux, c'était pour ça. Et donc là, ces façades ont été entièrement refaites récemment. Il y a 1100 mètres carrés de surface. Robert de Gramont, en ayant rencontré le futur Louis XI, qui était dauphin à l'époque, donc c'est plus ou moins à l'époque de Jeanne d'Arc, hein, s'est appuyé à construire le château en s'appuyant sur cette construction initiale. Et ça, c'est la muraille du château, avec ces machicoulis. Ces machicoulis, quand on est dans les combles, on les voit sur le mur qui continue sur toute la longueur. Clairement, ceci est la trace du monument Moyen-Âge. Oui, oui, tout à fait. Enfin, Moyen-Âge, oui, 15e siècle. C'est une poissonnière, c'est-à-dire que c'est relativement profond, entre 1,40 m et 1,80 m de profondeur, avec un système d'évacuation assez astucieux qui permettait aux poissons d'aller se réfugier dans un petit fond où c'était tout à fait facile ensuite de les trier et de les saisir. Et le petit édicule à côté est une glacière transformée, c'est-à-dire que c'est devenu un kiosque avec le temps, après que ça a été à l'abri de jardin, mais en dessous, on a libéré un espace d'environ 5 à 6 mètres de profondeur, qui est une grande cuve avec un système d'évacuation de l'eau, et ça servait à accumuler de la glace, 20 à 30 mètres cubes de glace on pouvait mettre là-dedans, qui venait probablement du Vercors, voire de la Poissonnière quand il y avait des hivers suffisamment rigoureux et de la glace assez épaisse. Et le but de tout ça n'était pas du tout de la conservation des aliments. Les aliments, on les conservait en les fumant ou en salant. Là, c'était uniquement pour avoir le prestige de servir des boissons fraîches et des sorbets aux hôtes de marque. Alors, c'était un château planqué, vraisemblablement. Il y a des châteaux défensifs sur des éperons,
Il y a Divageux, il y a l'ex-château de Blacon, il y avait le château de Montclar. Alors le château de Montclar existait antérieurement à celui-là, mais il a disparu probablement à la même époque où le comte de Gramont, qui venait de s'installer dans le Dauphiné, a décidé, plutôt que de le reconstruire, de construire un truc pour lui tout seul, à un endroit. Pourquoi il a choisi cet endroit? D'abord parce qu'il y a de l'eau. Ensuite, c'était un endroit stratégique de défense du passage de la Gervanne. Il y avait déjà un petit bâtiment défensif à ce moment-là. Et puis, c'est un château planqué. Hein. C'est un château au début des guerres de religion, où on se cachait, si possible, et on se défendait aussi. L'architecture a toujours été une de mes zones d'intérêt, même si je n'étais pas du tout dans cette branche professionnelle. Et dans l'histoire, je suis bien aidé par mon épouse, qui est historienne, archiviste de métier. Et les vieilles pierres m'ont toujours intéressé, on va dire. À la réflexion, j'ai jamais habité un logement récent. Donc voilà, c'est pas par hasard. Tu as pris la décision de t'en séparer. Ah ben là, ça sera un gros déchirement. Mais il faut être réaliste. J'arrive dans je suis dans ma 75e année. Les forces ne sont plus les mêmes. Les maux du physique commencent à prévaloir et il faut penser à la suite. Je pense qu'on a fait notre travail pour restaurer Vachères dans une certaine gloire qui a pu être la sienne à un certain moment. Et ça va être le moment de passer le témoin. Est-ce que tu as le sentiment, au fond, d'avoir travaillé pour l'histoire? Oui, alors tout à fait. D'abord, d'une part, en faisant connaître Vachères, parce que dès le début, dès les premières années où on était là, on a rendu le château extrêmement ouvert à l'extérieur, au monde extérieur. Il a son rôle à jouer dans la vallée de la Gervanne et beaucoup de gens l'ont découvert. Ils le connaissaient d'avant, mais ils n'y avaient pas accès. Je pense que c'est avec nous que une bonne partie de la population locale, dromoise ou de la Gervanne, ont pu le découvrir vraiment, tout en le connaissant depuis toujours, soit par des visites, soit par des réceptions ou des accueils d'associations locales, d'habitants ou culturels.